Salut à tous et bienvenue sur Blister. Alors cette année malheureusement pas de festival de Cannes, donc pour compenser on se replonge dans les archives du festival et on essaye de trouver les films méconnus, les petites pépites oubliées. Allez c'est parti. Dans cet épisode on se penche sur Wool Stop the Rain, un film de 1978 réalisé par Karl Reiss, ou Reiss, je ne sais pas. Moi je dis Rachel Weisz par exemple. Mais peut-être c'est Rachel Weisz, je sais, ou Rachel Weisz, donc Karl Reiss. Wool Stop the Rain, donc un film de 1978 avec Nick Nolte, ça j'en suis sûr, c'est pas Nick Nolte, comme disent beaucoup de Français, Nick Nolte, Michael Moriarty, comme le méchant dans Sherlock Holmes, et Tuesday Weld, mardi Weld. Voilà, gros level patronymique déjà. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, on va faire une petite rétrospective de l'année 1978 au Festival de Cannes. Wool Stop the Rain figurait dans la sélection officielle du 31e Festival de Cannes en 1978. Le président du jury était Alan J. Pakula. En sélection, il se trouvait en excellente compagnie parce qu'on y trouvait aussi Louis Malle avec Pretty Baby, son premier film américain, le sulfureux Nagisa Oshima avec L'Empire de la Passion, le compatriote Hal Ashby avec Le Retour, Alan Parker et son fameux chant d'amour aux ablutions ottomanes Midnight Express et l'inénarrable Molière d'Ariane Mnouchkine. Côté palmarès, la Palme d'Or fut cette année-là remise à L'Arbre au sabot d'Ermanno Olmi, L'albero delle zoccole. et le prix d'interprétation féminine à Isabelle Huppert pour Violette Nozière. Nick Nolte a toujours été le fantasme sexuel de ma tata. Il s'agissait là d'une affirmation qui m'a toujours laissé un peu dubitatif pour être honnête. Parce que pour moi, Nick Nolte, c'était ça. Voilà. Mais avec Wool Stop the Rain, je me suis enfin rendu compte que je n'avais jamais vu un film avec Nick Nolte jeune. Et j'ai compris. Oh là là, regardez-moi ça. Oh là là. Oh là 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 là. What a beefcake. Le film raconte l'histoire de John, interprété par Michael Moriarty, qui est un journaliste basé au Vietnam pendant la guerre. Après des expériences particulièrement traumatisantes pendant la guerre, ça arrive, il devient grosso modo nihiliste, je ne vois pas d'autre manière de le dire, et il décide, pour se faire de l'argent, de faire passer un gros stock d'héroïne, une grosse brique comme ça. Pour ce faire, il décide de passer par l'entremise d'un vieil ami à lui, un vétéran reconverti dans la marine marchande, Ray X, chargé de faire parvenir la brique d'héroïne à sa femme à San Francisco. C'est à ce moment-là qu'ils se font attaquer par... alors c'est pas très clair dans le film, c'est censé être des agents du FBI, mais ils ont des techniques un peu particulières. On apprend qu'en fait c'est un agent de la DEA qui est plutôt corrompu et qui veut lui-même récupérer la drogue pour la revendre, enfin c'est un peu embrouillé. De toute façon c'est pas ce qu'il y a d'intéressant, ce qui est intéressant c'est quelque chose qu'on retrouve très souvent dans les films de cette époque, et que James Gray appelle vraiment de ses voeux parce qu'il leur a tout piqué, c'est le triangle amoureux entre donc Ray, John et Marge. Wool Stop the Rain est présenté sur la croisette sous le titre du roman dont il est adapté, Dog Soldiers, récompensé par le National Book Awards en 1975. Pour écrire son roman, Robert Stone avait puisé dans sa propre... Robert Stone a puisé dans sa propre expérience de voyageur hippie pendant les années 60 pour écrire son roman. Il avait notamment suivi le groupe Grateful Dead. Le groupe était d'ailleurs abondamment cité dans le roman et logiquement, le film devait suivre le même chemin. Mais les exécutifs du studio United Artists en décidèrent autrement et optèrent pour le plus bankable et FM-friendly Creedence Clearwater Revival, CCR pour les amateurs, dont la musique occupe une large partie de la bande-son. Voici quelques extraits fredonnés par mes soins, pour ne pas me faire striker par YouTube. Good man through the ages, trying to find the sun, and I wonder, still I wonder, who'll stop the rain? Big wheel keep on turning, Proud Mary keeps on burning. The rolling, rolling, rolling on the river.
Il y a aussi American Pie de Don McLeary que j'aime beaucoup, donc je la fais aussi pour le plaisir. Bye bye Miss American Pie, drove my Chevy to the levee, but the levee was dry, and them good old boys were drinking whiskey and rye, singing this'll be the day that I die, this'll be the day that I die. Je viens de vérifier, c'est Carol Rice. Voilà, je viens de consulter un podcast avec Stephen Frears, donc on fait difficilement mieux question de légitimité. C'est la beauté du nouvel Hollywood. Would Stop the Rain, c'est un film de studio. Il y a des choses qu'on voit plus aujourd'hui dans les films de studio. Là, par exemple, dans le film, pendant l'absence de son mari, Marge est devenue accro aux opioïdes. Et comme elle est en cavale, eh ben, elle a oublié de prendre son stock et elle a une grosse crise de manque. Donc pour essayer de la soulager, Nick Nolte, bon camarade, il lui sert 2 lignes d'héroïne pure. Voilà, comme ça. Face caméra. Ouais, c'est des choses qu'on voit plus aujourd'hui dans les films de Sam Mendes ou Christopher Nolan. Puis les Avengers, j'en parle même pas. C'est tristement pauvre en héroïne, les films Marvel. Le film, il est sorti la même année qu'un chef-d'œuvre sur le sujet, Voyage au bout de l'enfer de Michael Cimino. Bon, je vais vous avouer, il n'y a pas photo. Si vous devez voir un film sur la guerre du Vietnam, bon... S'il fallait vraiment comparer Will Stop the Rain à un film de cette époque, ce serait plutôt à Rambo, mais une version avec une étude psychologique un peu plus poussée. En tout cas, qui couvre 3 personnages traumatisés par la guerre, que ce soit au front ou à la maison, et qui sont tous aussi névrosés les uns que les autres. Ça, c'est plutôt... C'est surtout le climax, la dernière séquence d'action, qui vraiment encapsule tout ce qui est intéressant dans Would Stop the Rain. Ray emmène Marge dans une vallée, anciennement fréquentée par le groupe d'hippies dont faisait partie Ray quand il était plus jeune, avant la guerre du Vietnam donc. Une vallée qui est constellée de petits mégaphones et d'enceintes, qui permettaient de brancher de la musique qu'on pouvait entendre à des kilomètres et des kilomètres à la ronde pour pouvoir en fait décupler l'effet des trips sous LSD. Pour moi, c'est là le cœur du film, cette espèce de métaphore, des mécanismes incroyablement ingénieux qui visaient à provoquer l'éveil et la liberté, qui finalement, 10 ans plus tard, vont être réutilisés à des fins pécuniaires et guerrières. D'un point de vue formel, on n'est pas face à un film incroyablement passionnant, mais vous avez quand même quelques scènes intéressantes et plutôt marquantes, comme Nick Nolte qui marche le long de la ligne de chemin de fer ou pas militaire, ou alors cette scène plutôt élégiaque de Nick Nolte, toujours, qui fait des exercices d'art martial sur le bateau qui l'emmène vers les États-Unis. Une scène qui préfigure étrangement le début de The Master de Paul Thomas Anderson. Le film a été un bide au box-office et niveau critique, c'était pas tellement plus glorieux. Roger Ebert a fait une bonne critique dans le Chicago Sun-Times, mais c'est surtout la toute puissante Pauline Kael du New Yorker qui a vraiment démoli le film. Alors je vais essayer de vous faire une traduction. L'intrigue du film est si simple qu'on dirait du pulp. Bon, c'est plutôt cool. Elle nous vient d'un roman incroyablement pauvre appelé Dog Soldier qui, pour une raison inconnue, a gagné le National Book Award il y a quelques années. Pauline Kael trouvait la prestation de Tush DeWell plutôt séduisante, appealing, mais n'était pas convaincue par le cafetan marron qu'elle porte pendant les scènes d'action de la fin du film. Bon, c'est vrai que ça ne doit pas être très pratique. Stanley Kaufman, dans The New Republic, avait eu la dent dure aussi. Il parle des scènes d'action comme étant du bang-bang puéril. Il descend aussi la prestation de Michael Moriarty en pointant une nonchalance qui filtre avec l'arrogance. Son ego s'étale sur son talent tel un champignon. Je trouve que c'est David Hansen de Newsweek qui avait le mieux compris le film, à mon sens en tout cas à l'époque, en parlant de personnages complexes et déracinés, piégés dans la mort de la contre-culture. Si vous voulez vraiment un grand film sur la guerre du Vietnam, vous avez Voyage au bout de l'enfer et puis surtout Apocalypse Now qui aura la Palme d'Or l'année suivante, en 1979, à égalité avec j'ai peur de dire une bêtise. Palme d'Or, Apocalypse Now. Je crois que c'est Imamura. Non. Ah bah non, c'est le tambour. Ah. Il a eu la Palme d'Or égalité avec le tambour. Voilà. Donc c'est le genre de truc que je devrais savoir. Voilà, une chose en menant à une autre, je suis allé vérifier la prononciation de Rachel
Weisz. Voilà. Voilà, voilà. Petite vidéo fort pratique de 16 secondes. Rachel Weisz.